Bonjour tout le monde, je m'appelle Kotou. Hello, et moi c'est Sarah. Et en ce jour béni, vous avez choisi d'écouter Preach. Preach, c'est un podcast politique et culturel dans lequel on va donner notre avis sur divers thèmes à chaque épisode, même si littéralement personne nous a demandé notre avis. Alors notre idée c'est d'aborder différents types de privilèges pour que chacun et chacune prennent conscience des siens et qu'on participe tous ensemble à favoriser une réelle égalité entre nous. Parce que oui, notre vœu le plus cher c'est la paix sur Terre. C'est notre premier épisode, on est comme des dingues, on est super stressés. Ça fait des mois qu'on est sur ce dossier, mais on va tout faire pour nous... Ça commence, excusez-nous, c'est le stress et le rosé. On va vous donner nos avis sincères et tranchés en vous informant et en vous divertissant. Et aujourd'hui, on a un sommaire chargé. Tout à fait. Mamma mia, c'est trop stressant. Alors le thème fil rouge de ce premier épisode, c'est la culture légitime. On va vous la définir et on va notamment vous parler de son rapport de force constant avec les cultures dites populaires. Merci de nous écouter même si personne n'a demandé notre avis. C'est parti pour le premier épisode de Preach. Et on commence avec les coups de cœur et les coups de gueule. Dis-moi Kotou, qu'est-ce qui t'a saoulé cette semaine ? Alors moi, meuf, c'est le comportement de Joe Biden pendant le pire débat présidentiel de tous les temps. Bon, alors comme tu sais, l'élection présidentielle américaine arrive à grands pas, c'est en novembre je crois, le jour de mon anniversaire, le 3, meuf, n'oublie pas. Génial. Le 3, okay. Le premier des 3 débats présidentiels a eu lieu cette semaine et je pense que c'est Trump qui a gagné le débat, littéralement. C'est-à-dire que depuis que Trump a débarqué sur la scène politique, il a réussi à instaurer ce langage violent et grossier qui était banni du langage officiel par souci d'exemplarité et par décence, vu la fonction qu'il incarne. Mais comme tout le marketing de Trump repose sur l'antipolitiquement correct et le parler vrai, les standards d'un président relativement décent, déjà mis à mal par un mec qui s'appelle Bush, je sais pas si tu te rappelles de lui. Non, plus trop. Moi aussi. He's dead to me. Voilà. Ont explosé et après 4 ans d'omniprésence médiatique, on peut aujourd'hui voir l'influence de tout ça, tu vois. Tu peux aller sur la scène internationale, on peut prendre l'exemple de son pote à la compote Bolsonaro au Brésil, qui a la même propension à l'insulte, au mensonge et à la médiocrité. Et sur des leaders américains historiques comme Joe Biden, qui est quand même l'ex-vice-président et bras droit d'Obama, et c'est-à-dire le voir rentrer dans le jeu de l'invective, de l'insulte, de l'énervement m'a fait flipper. C'est-à-dire en politique, comme tu sais, moi j'aime bien les gens qui sont bien sapés, qui parlent bien, qui ont l'air calmes. Donc voilà, je suis sûrement vieux jeu, mais je sais pas si c'est parce qu'après 4 ans de frustration, il a voulu comme beaucoup lui mettre un pain dans la gueule, donc il a pété un plomb, ou si c'était une stratégie consciente, ce qui serait flippant. Mais j'ai trouvé son comportement aberrant. Tu vois, il n'y a pas eu de place pour de la politique, pour un programme, pour des propositions. C'était un spectacle triste. Voilà, j'ai aucun standard pour Trump, évidemment. Ça, normal. Mais le Joe, là, c'est la seule alternative à un suprémaciste blanc, narcissiste et incompétent. Et ce serait bien qu'il se rehisse à la hauteur des standards d'une personne présidentiable. C'est même urgent. Donc voilà, j'en avais gros sur la patate pour le premier épisode. Voilà. Et toi, qu'est-ce qui t'a réchauffé le cœur, ma chère Sarah ? Alors après cette tirade, Kotou, Merci. ce sera un petit peu plus soft pour moi. Même si je reste dans le thème. Alors moi, ce qui m'a réchauffé le cœur, c'est Trump qui a chopé le Covid. Ouh. Donc évidemment, je vais pas souhaiter sa mort, comme celle de personne d'ailleurs, hein, on n'en est pas à ce stade-là. Ouais. Mais après sa gestion scandaleuse de la crise sanitaire et son scepticisme général sur les conséquences du virus, c'est quand même un très bon retour de karma qu'il se prend en pleine face. Merci Sarah d'avoir ouvert ton cœur et je sais que tu souhaites le rétablissement rapide de notre cher et tendre Donald. Évidemment. Ah, évidemment. Voilà. Donc, alors maintenant, on va passer à notre première rubrique culturelle. Ça fait un peu France 2 là, mais on n'a pas trouvé de nom à cette rubrique. C'est peut-être temps, meuf. Ouais, il faut qu'on trouve un nom. T'avais trouvé pastille musicale la dernière fois, c'était pas mal, mais il faut qu'on trouve parce qu'en plus, on va pas parler de musique. En plus, on est trop nuls, meuf. Mais Sarah va vous parler d'un film qu'elle a récemment revu. Donc voilà, c'est parti. Yes, j'ai récemment revu le film Swagger d'Olivier Babinet. Alors je sais pas si tu l'as déjà vu toi, Kotou. Non, dommage, faut que je le vois. Il faut que tu le vois, ouais. C'est un documentaire qui était sorti en 2016 et à l'époque il avait quand même rencontré un vrai succès. Il a été sélectionné à l'Acide à Cannes, au César, à plein de festivals internationaux, il est resté plein de semaines en salle à New York, enfin, truc super. Et Olivier Babinet, en fait, dans ce film, suit 11 enfants et ados issus de quartiers défavorisés à Aulnay et Sevran, en banlieue parisienne. Il les interroge quant à leurs ambitions, leurs aspirations, leur vision de la vie, leur situation, etc. Et alors j'ai adoré ce documentaire parce qu'il est hyper original dans sa forme et très intelligemment construit. On sort complètement des points de vue misérabilistes qui sont généralement d'usage lorsqu'il s'agit de filmer les banlieues,
comme toi-même tu sais, quoi, la grande majorité de tous les documentaires. Mm-hmm. Et alors là, pour le coup, c'est une image pop, c'est des couleurs super criardes, c'est une lumière qui fait shiner tous les persos, il y a un vrai glow, quoi. Shine bright like a diamond. Et c'est un montage qui est cadencé, qui est dynamique, enfin c'est un truc de fou, il y a des propositions de mise en scène avec genre du drama, de la théâtralité, des séquences qui vont même jusqu'à la comédie musicale, enfin genre on adore. Et les gamins, bien sûr, qui sont quand même le centre du film, sont tous super touchants, plus touchants les uns que les autres, très conscients de leur origine sociale, mais prêts à prouver à tous ceux qui les ignorent ou qui les méprisent qu'ils vont se passer d'eux pour réussir. Des personnages vraiment fins, intelligents, mais aussi très très drôles. Et je pense bien sûr à la star du documentaire, Régis, qui est ce styliste en devenir, ou Naïla, une petite gamine qui rêve d'une carrière d'architecte et qui est déjà plus calée sur les questions d'urbanisme que n'importe quel doctorant. Bref, Swagger, c'est de la sensibilité, c'est de l'humour, des rêves, et c'est un vrai pied de nez à tous ceux et celles qui ne donneront jamais leur chance aux jeunes de banlieue. Donc si vous l'avez pas encore vu, je vous le recommande vivement, et il est disponible sur Netflix en ce moment. Super cool. Et vraiment, le Régis, en fait, ça me dit quelque chose. C'est celui qui a été un peu la star du docu. Ouais. Et d'ailleurs, depuis, cool, en fait, il a été pris pour faire des défilés. ouais. J'ai envie de dire Chanel, mais je suis pas sûre. Enfin, il y a une grande marque qui, suite à ça, l'a pris pour défiler. Ouais. Il est assez père, quoi. Ouais. Il a commencé une école de mode. Enfin, ça a été super énergie. Ouais. Vraiment super cool. Tu me donnes envie de le revoir, meuf. Merci beaucoup. Donc voilà. Bah, écoutez, on reste un peu dans ce thème-là. On va rentrer. On arrive au plat de résistance. Et on va parler de notre thème du jour, la culture légitime. C'est parti. Ok. Alors meuf, est-ce que tu peux nous définir la culture légitime, s'il te plaît? Of course, bitch. Je vais t'expliquer ce dont il s'agit. Alors, la culture légitime, en fait, c'est le sociologue Bourdieu, que normalement vous avez un peu tous étudié au lycée à un moment. Shout out to him. Ouais. Qui a théorisé cette expression. Donc selon lui, la culture légitime se représente les termes... Pardon, je me suis... T'inquiète, c'est pas grave, on est là, c'est la première fois, ok, on est ensemble. Excusez-moi, donc selon Bourdieu, en fait, cette expression représente les éléments valorisés par les institutions de référence comme les écoles, les musées, enfin tous les référents culturels. Et en gros, c'est la culture des grands classiques et des traditions. C'est ce qui est considéré comme la base pour quiconque étant un peu étudié. La base avec des guillemets parce que vous ne me voyez pas, mais je fais des guillemets avec mes doigts. Il y avait des gros guillemets là, ils sont énormes. Et donc en fait on l'oppose et on la met au-dessus de ce qu'on appelle la culture populaire, encore avec les guillemets, qui fait référence à plein de sous-cultures, toujours les guillemets. Énorme guillemets. Voilà. Énorme guillemets. Et donc justement le mot sous-culture de l'expression induit forcément qu'il existe des surcultures, qui sont comprises donc dans la culture légitime. Et l'exemple le plus commun, par exemple, c'est à l'école, on va te faire lire Balzac, ou en musique, tu vas étudier Beethoven, et ça, c'est considéré comme de la culture légitime. Ouais, voilà. Balzac et Beethoven, qui sont immenses, hein, big up, évidemment. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que tout ça paraît assez figé, catégorisé, hiérarchisé, et c'est triste, tu vois. Mais du coup, ça me fait penser à diverses oppositions, culture légitime, culture populaire, du genre danse classique versus hip-hop, ouais, voilà. Ou en cinéma, film d'auteur indé versus grosse comédie, quoi. Exactement. Et on retrouve en fait tous ces rapports de culture légitime, culture populaire, dans le sport, dans les arts graphiques, dans les vêtements, et j'en passe, quoi. Vous trouverez plein d'exemples en y réfléchissant un peu. Et donc, quand tu réfléchis vraiment très sérieusement à ce que veut dire cette notion, tu te rends compte que cette théorie repose entièrement sur des rapports de domination, qui vont très très loin, et parfois même qui n'ont simplement aucun fondement. Et c'est toujours au profit d'une élite qui sera privilégiée au détriment d'un autre groupe de personnes. Et donc pour être encore plus précis dans mon exemple, je m'explique. En musique, c'est un truc de fou. Figure-toi que le hip-hop est le genre le plus écouté en France et dans le monde. Je me figure. Ce sont les musiques, toi-même tu t'y connais un peu mieux que moi, ce sont les musiques qui font le plus de chiffres, qui vendent le plus, et pourtant le hip-hop c'est peut-être le genre le plus dénigré par les élites. Combien de fois tu entends parler de musique de sauvage, de musique de racaille, qui n'a pas de fond, pas de mélodie, blablabla. Ouais, on connaît. Mais on va parler plus spécifiquement de cet exemple-là dans la rubrique d'après, consacrée au rap de Yankee. Yes. Le truc qui est plutôt donc incompréhensible avec cette idée de culture légitime, qui ne concerne finalement qu'une élite très très réduite, c'est que donc elle n'est pas justifiée dans le sens où bien évidemment que faire une œuvre qui plaît à un tout petit nombre, c'est simple par rapport à créer quelque chose qui plaira à un très très large nombre. Genre au cinéma, tu fais un film d'auteur qui fait 3000 entrées, qui va être adulé par la critique. Ok, certes, ça peut être un énorme chef-d'œuvre ce truc, mais lorsque cette même critique crache sur Bienvenue chez les Ch'tis, excuse-moi Danny Boone, qui a fait... J'essaie de le défendre, le pauvre. Je dis voilà, Bienvenue chez les Ch'tis qui fait 20 millions d'entrées et que tu qualifies ce film de nul,
Bon, il y a un petit souci, il faut aussi se remettre en question. Non, mais bien sûr. Et il y a personne qui dit que Bienvenue chez Ch'ti, c'est le chef-d'œuvre Non, du siècle, tu vois. Mais en termes de reconnaissance, oui, put some respect on Danny Boone, parce qu'il a su faire un film fédérateur qui a plu à un Français sur trois, ce qui est forcément un exploit, tu vois. Et pour aller dans ton sens, les Césars ont dû carrément créer un César du public dès 2018 pour refléter les goûts du grand public, parce que les grosses comédies ne sont littéralement jamais considérées par ces institutions, quoi. ouais, c'est ça complètement. Et ça, c'est un vrai problème. Mm. Et en fait, ce problème d'opposition entre culture légitime et culture populaire, il est intégré très très tôt dès l'école, avec une hiérarchisation des cultures. Ouais, absolument. Où à l'école, on t'apprend ce qui doit avoir de la valeur et ce qui en a moins. Puis en fait, t'as aussi d'autres trucs qu'on a intégrés dans notre langage, comme le terme bof par exemple. Et il faut faire Grave. finalement très attention à son utilisation. Alors là, je suis en train de prôner un truc anti-bof alors que j'utilise ce mot tout le temps. Ouais, Je suis pareil. super guilty. Guilty. Voilà, je vais changer. Hein. Dun, dun. Mais par exemple, bof, c'est un énorme jugement de valeur péjoratif ce mot. Il a rien de factuel et on l'emploie toujours pour désigner une pratique qu'on méprise ou qu'on ne comprend pas. Voilà. Ou quelqu'un qu'on méprise. Ouais, exactement. Et en fait, il y a des institutions et des personnes qui délibérément ferment l'accès à la culture légitime afin de préserver son exclusivité et sa noblesse, avec des guillemets encore. Mm. Et je pense par exemple à l'opéra. Quand tu vois le prix d'une place d'opéra, ça n'a littéralement rien à voir avec un prix de place de concert. Et là, il y a aussi quelque chose qui est maintenu avec une espèce de noblesse, ne serait-ce que dans l'accès à l'opéra. Grave. Donc voilà, la culture légitime, en fait, c'est une réelle arme d'élévation sociale, puisque c'est ça qui va nous définir aux yeux d'autrui comme étant éduqués ou non. Et en fait, il y a vraiment certaines personnes et certaines institutions qui veulent préserver les barrières sociales. Ouais, consciemment. Tout à fait, ouais. Ok. Moi, je trouve qu'il y a aussi une violence symbolique dans les discours exclusifs de certaines élites. Par exemple, ici en France, on est dans un pays de lettres, tu vois. Oui. Et être cultivé en lettres, c'est noble, c'est important. Si tu veux qu'on te considère comme culturellement légitime. Et c'est super génial de lire, c'est génial. Mais le fait que ce soit une obligation pour que tu sois validé n'est pas censé être normal. Exactement, Genre, du ouais. tout. Ouais. Et c'est très très important d'en prendre conscience, parce qu'en fait, on pratique régulièrement cette violence symbolique, sans s'en rendre compte, quoi. Mais même avec ses amis, avec sa famille, avec des gens qu'on connaît pas. Et donc l'enjeu maintenant, ça va être d'opérer une médiation culturelle, mais bon, il faut la faire intelligemment. Dans le sens où, par exemple, Macron a fait une espèce de tentative avec son passe culture. Et- Saboteuse. Une espèce de... Bon, disons que le gars était un peu à côté de la plaque. Pour rappel à ceux et celles qui savent pas trop, ce passe culture, ça représente 500 € donnés à tous les jeunes de 18 ans et à dépenser en 24 mois dans des activités culturelles. Donc certes, sur le papier, on se dit « Waouh, quelle générosité, c'est super, monsieur Macron !» Mais dans les pratiques culturelles, en fait, ça se passe pas du tout comme ça, parce qu'elles incluent donc théâtre, ciné, opéra, spectacle, etc. Et ce sont des pratiques qui en fait sont pas du tout naturelles pour tout le monde. Pas du tout. Et il a par exemple été démontré que si un jeune n'a jamais été habitué à aller au théâtre, il n'ira pas plus régulièrement au théâtre parce qu'on lui file 500 €. Donc voilà, donc déjà ça c'est un des premiers enjeux. Et ensuite, un deuxième point, c'est qu'il faudrait vraiment ouvrir la définition de culture légitime et apprendre aux enfants que leurs pratiques culturelles personnelles, souvent liées à l'histoire de leur famille, à leur éducation, ont aussi de la valeur. Que leurs activités peuvent être tout autant valorisées. Donc c'est ça en fait la notion de sous-culture qu'il faut apprendre à revaloriser, puisque ce ne sont pas des sous-cultures, ce sont tout simplement des cultures. Et on peut s'intéresser à ce que les gens font. Par exemple, les gens qui font du street art ou du tag, finalement c'est tout à fait de l'art, au même titre que quelqu'un qui fait du dessin. Donc il faut aussi apprendre à revaloriser toutes ces pratiques. Et enfin, la représentativité, qui est un point super important. Parce qu'on a évidemment observé que les gens se déplacent, les gens qui ne sont pas habitués à aller vers certains médias culturels, bah finalement ils se déplacent pour voir certaines œuvres ou assister à certains événements quand ils se reconnaissent dans le sujet ou dans les personnages. Non mais grave. Et encore une fois, le mot-clé, comme tu as dit, pour combattre tout ça, c'est la représentativité. Tu te souviens? Amen. Tu te rappelles, meuf, quand on est allé à la fondation Vuitton pour aller voir l'expo de Basquiat, Ouais, carrément. on n'avait jamais vu autant de noirs à la fondation. Et, tu vois, et désolé, cette corrélation entre race, classe et légitimité, on est obligé de la faire parce que la race a aussi été une arme d'asservissement culturel. Tout à fait, ouais. Les productions culturelles des races dites inférieures étaient jugées, hiérarchisées, volées parce qu'elles étaient considérées par la suprématie blanche comme illégitimes et donc disposables. Tu vois, regarde aussi le film Les Misérables qui a fait 2 millions d'entrées. Carrément, ouais. Enfin, que ce soit pour Basquiat ou le film de Lajli, les Noirs ou les gens des quartiers se sont plus déplacés, et c'est un fait. Et je pense qu'il faut toujours se poser la question de qui créer et pour qui. Exactement. Tu vois, c'est dans ces conditions-là que tu peux créer des œuvres justes. Quand Céline Sciamma, qui est une réelle blanche qui ne sait pas ce que c'est d'être une femme noire de quartier, parce qu'elle ne l'est pas, simplement, qui réalise Bande de filles, c'est compliqué. Tu vois, parce que l'histoire qu'elle décide de raconter et l'imagerie qu'elle développe produisent des conséquences derrière.
pour le premier film français mettant en scène des jeunes filles noires de quartier, c'est pas ce dont on avait besoin. Genre pas du tout. Parce que c'est déjà une image omniprésente et exacerbée des femmes noires et de leurs histoires. Ce qui ne veut pas dire que l'artiste est obligé de faire des livres, films, photos, peintures sur sûrement des sujets qui le concernent. Sinon, ce serait super triste comme monde, tu vois. Mais Carrément, ouais. certaines personnes font des films de tarés sur des trucs qui ne les concernent pas, mais il faut prendre le temps de travailler la justesse du discours, comme pour la haine, tu vois. C'est ça. Et l'artiste a totalement le devoir de se demander d'où il ou elle s'exprime et surtout sur qui a la possibilité ou non de s'exprimer de la sorte. Genre, encore de nos jours en France, les premiers concernés ne sont souvent pas soutenus dans leur démarche. Pourquoi est-ce que Ladjili, qui a réalisé Le Misérable, ou Amandine Gay, Ouvrir la voie, qui est le film préféré de Sarah, qu'elle a offert à tout le monde pour Noël, littéralement, je mens pas, ne sont pas financés dès le début par le CNC? Pourquoi ils ne sont pas directement soutenus par ces institutions-là, tu vois? Alors que Bande de filles, oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais bon, ça c'est un autre podcast, on va se calmer, voilà. On fera un épisode spécialement dédié à ça un jour, puisqu'on aura énormément de succès avec ce podcast. Absolument. Les States, tout ça. Et donc ouais, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire et tu l'as très très clairement dit. Donc voilà, c'est très important de parler aussi du regard de la personne qui crée, de l'artiste. Et après, voilà, il faut se dire aussi que en fait, c'est pas impossible de concilier les cultures des élites et les cultures populaires, encore avec des guillemets, parce qu'en fait, c'est tout à fait possible et il y en a qui y arrivent très bien. Absolument. Et le premier exemple qui m'est venu en tête, moi, c'était les films de Toledano et Nakache, donc ceux qui font Intouchables, Sens de la fête. Ouais, exactement. Merci. Et Hors Normes, leur dernier. Et donc ces mecs-là, par exemple, ils font des dramas-comédies populaires dans lesquels il y a un vrai parti pris artistique, une narration recherchée. Et finalement, ils reçoivent beaucoup de récompenses dans des festivals très prestigieux. Et en même temps, leurs films rencontrent un public large et diversifié. Ça existe. Ça existe, voilà. C'est des licornes, mais ça existe. Donc voilà, tout ça, ça nous amène donc à conclure sur ce sujet sur la culture légitime. Donc bien sûr, il ne faut pas arrêter de consommer de la culture dite légitime. Au contraire, faites-vous plaisir, lisez, allez au théâtre, à l'opéra, au cinéma, je sais pas, faites votre vie, quoi. Mais faites-le si vous en avez envie. Et on se force pas simplement pour correspondre à des attentes élitistes, parce que là, il y aurait un problème, en fait. Absolument. Donc voilà, et il faut arrêter, le deuxième point, je le rappelle, mais qu'il faut vraiment arrêter de valoriser la culture dite légitime au détriment des autres cultures qui sont injustement... Injustement. Voilà, il était dur à sortir. Vous avez compris l'idée, quoi. Qui sont donc injustement qualifiés de sous-culture. Et donc, ouais, ça va demander un très gros travail de revalorisation de ces cultures, mais peu importe la discipline. Et c'est un truc qu'on va devoir faire, mais voilà, dès le plus jeune âge, à l'école. Et il devient vraiment nécessaire d'abolir ce mépris des élites. Et en fait, ne pas avoir les mêmes codes culturels de l'autre ne signifie pas être supérieur ou inférieur à l'autre. Et voilà, encore une fois, comme c'est beau, ça. C'est magnifique. C'est beau, hein. Ouais, larmes aux yeux, larmichette. Dommage que j'ai bugué sur injustement parce que c'est pas grave, ça aurait été on t'excuse. fort, hein. C'est dommage, ça aurait été dans une belle tirade, une belle envolée, mais bon. C'est pas grave, l'intention y est. Exactement. Et donc enfin, évidemment, il faut donner aussi plus d'opportunités aux gens de créer. Donc pour avoir plus de représentativité dans les publics, il faut plus de représentativité dans les productions et donc dans les artistes. Cette conclusion était-elle efficace, Kotou? Elle est magnifique, bitch. Merci, elle est magnifique. merci. Magnifique. Bravo. Alors, avant de passer au moment de la communion, que vous ne connaissez pas encore, mais que vous allez adorer, voilà, nous allons parler pour notre pastille musicale, non pas d'un artiste ou d'une sortie récente, mais d'une expression qui fait polémique, le rap de Yankee. Aïe, aïe, aïe. Alors moi, meuf, il y a quelques mois, je me rappelle avoir lu un article de Combini. Tu connais cette... Combini, non, j'ai jamais entendu parler. Ça marche assez bien sur Internet, Okay. Voilà. Combini, que je te conseille, c'est mouvant de l'utilisation de l'expression rap de Yankee. Et c'est un article qui m'avait vraiment interpellée parce qu'il parlait enfin frontalement d'un tabou. Alors déjà, Sarah, est-ce que tu sais ce qu'est le rap de Yankee? Alors, pas précisément, j'ai vaguement vu passer l'article de Combini, mais j'ai cliqué sur un quiz pour savoir quel type d'aliment j'étais. Insupportable. Ils font comme BuzzFeed, ils font ça aussi? Moi, je savais pas, j'avais pas vu. Ouais. J'étais une raclette. C'est vrai que tu fais tout le temps des trucs comme ça, tu nous envoyais en cours et tout. Enfin, ouais. Alors, ça voulait dire quoi, courgette? Ça veut dire quelque chose sur ta personnalité? Non, raclette. Raclette, rien à voir. Ouais. Mais je sais pas, apparemment c'était lié à ma personnalité, bon. D'accord, ok. Donc vas-y, explique-moi ce que c'est le rap de Yankee. Alors, bon, on va pas trouver cette expression dans le dictionnaire, donc tout le monde essaye tant bien que mal de donner une définition, tu vois, mais je pense pour faire court que c'est une manière euphémisée de dire rap de blanc, tu vois. Ouais, ce serait trop choquant. Voilà, tu vois, on fait genre, tu connais à la française, tu vois, donc voilà, c'est-à-dire un rap fait par des rappeurs blancs et écouté principalement par un public de blancs, tu
Tu vois, donc c'est une définition grossière, mais je pense que ça résume bien l'affaire. Et dans cet article, qui avait fait pas mal de bruit, l'auteur disait considérer cette expression comme étant discriminatoire et condescendante vis-à-vis des... Oh, les Oh pauvres. condescendante vis-à-vis des rappeurs blancs. Voilà, voilà. Alors, il pense que c'est un fourre-tout, c'est une expression fourre-tout, et que tout ça n'est qu'un faux débat. Ok, alors toi, concrètement, tu as pensé quoi de cet article? Alors, ouais, alors, je vais être sérieuse. Pour être honnête, j'ai trouvé l'article à côté de la plaque, parce qu'il se concentre principalement sur le microcosme qu'est le milieu urbain, et vis-à-vis des rapports de pouvoir dans lequel la scène rap est imbriquée, une vision micro et non pas macro de la question ne peut produire qu'une analyse à côté, tu vois. Alors oui, le fait de ne pas avoir la street cred te donne moins d'aura, et pas mal de rappeurs grossissent ce trait pour fasciner, pour impressionner, pour vendre, tu vois. Mais factuellement, aujourd'hui, c'est établi comme un, sans jugement de valeur, c'est établi comme un code du rap, tu vois, comme la veste en cuir et la moto dans le rock, tu vois, genre Easy Ouais, Mitchell, ouais. tout ça, tu vois ces bêtises-là, tu vois. Je me Donc, souviens, ouais. oui. Donc, les raisons pour lesquelles il demande l'arrêt de l'utilisation de l'expression rap de Yankee, soit mon humble avis à côté. Humilité, Humilité avant tout, humilité les avant mecs, tout, hein. toujours. C'est mon humble avis à côté, tu vois. Mais après, je vous invite à aller lire l'article qui est toujours en ligne pour vous faire votre propre opinion. Mais honnêtement, si on parle de l'expression en elle-même, j'en pense honnêtement meuf, pas grand-chose, tu vois. C'est, ouais, ok, c'est une expression assez euphémisante et assez fourre-tout en effet, mais ce qui m'intéresse, pour le cas de la scène urbaine française qui cristallise énormément de tensions autour de la question de la légitimité d'une culture, c'est qui valide qui, tu vois, et quelle est la réalité vis-à-vis du sentiment discriminatoire qui anime certains rappeurs blancs, tu vois, surtout ceux ayant émergé au milieu des années 2010, tout ça, tout ça. D'ailleurs, est-ce que tu sais un peu de quel rappeur on parle quand le sujet du rap de Yankee est abordé? Ouais, je Ça, vois ça, vite fait, j'aurais dit un peu Bon, Sarah, elle est pas des... très rap, les gars. Son Mais éducation est en train de se développer. Je suis très voilà. fière. Mais j'ai la meilleure prof Elle est très du J. monde. Cole. Stop. N'est-ce pas? Merci Elle est très beaucoup. Kanye West, très J. Cole. C'est très raffiné. C'est très. Elle va vers le haut, C'est tu très vois. culture légitime. Voilà tout. On est nuls, meuf. On est trop nuls. Je la ferai écouter du Jul après. Mais bon, c'est pas grave. Ok. Donc, quand on parle de Yankee, meuf, de rap de Yankee, on parle surtout vraiment des Vals. C'est pas mon jugement de valeur. C'est une liste non exhaustive des gens qui sont considérés comme étant faisant du rap de Yankee. Hein, Ouais. tu vois. Les Vald, les Big Flo et Oli, les Lompal, les Romeo Elvis, les Columbine, les Lorenzo, les Orelsan. Alors, dis-moi juste un que tu connais dans cette liste. Non, j'en connais finalement. Tu Attends. connais Orelsan. Je connais Orelsan, Lorenzo, Ah ouais? Big Flo et Oli, L'Homme Pâle, Oh, mais non. Romeo Elvis. Non, mais franchement, côté C'est quand même. littéralement parce que tu lis Combini. Littéralement parce que Mais tu lis non, quand même, Combini. j'ai déjà écouté ça de ma vie. T'as cru que je vivais dans une grotte? Non, mais pareil, t'écoutes les coucous, c'est nous. T'écoutes pas le rap. Les coucous, c'est nous. Non, mais... Oh là là, l'insulte. Elle veut parler de salut, c'est cool. Pardon, merci. Ah, j'ai Pardon. trop honte. Il faut que j'ai tu... trop mais faut que tu passes mon éducation en techno aussi, meuf. Mais bien évidemment, je t'ai Ah envoyé oui. un fichier que je pense que tu n'as Oh jamais mon ouvert. Dieu, meuf, j'ai honte. Voilà, moi aussi Pardon. j'essaie de l'éduquer, mais ça va que Question dans un sens. Hein. légitime. Question légitime. Pardon, désolée. Ah là là. Bon, le rap de Yankee, excusez-nous. Comme tu sais, le rap a depuis ses débuts été pris entre des considérations racistes, classistes, politiquement opportunistes, tout ça, tu connais, tu vois. Et c'est-à-dire que quand c'était une musique faite seulement par et pour les gens des banlieues, c'était pour beaucoup une musique d'analphabètes qui menait à l'ensauvagement, big up à Darmanin, big up à lui, anti-flic, misogyne et j'en passe, tu vois. Et pour certains, c'est toujours le cas. C'était donc une musique considérée par le grand public comme nihiliste, dangereuse et consumériste, qui a mis des décennies à être relativement respectée sans être violemment dénigrée. Et en même temps, c'était une musique qui a été utilisée par les politiques parce qu'elle était en contact direct avec les banlieues, tu vois. Mais les rappeurs ont su naviguer pendant des années entre tout ça. Par contre, ce qu'il y a de nouveau depuis les années 2010, c'est cette génération de rappeurs ne venant pas de banlieue, ne reprenant pas forcément les codes sociaux, politiques et culturels du rap, ayant accès à une grosse plateforme mainstream et étant blanc. D'accord? Ouais. Leur musique se croise avec la chanson à texte, avec la variété, elle est très hybride. Ils ont un accès que peu de rappeurs ont à des grosses plateformes de radio comme Énergie ou à une reconnaissance critique qu'on peut par exemple illustrer par les victoires de la musique. Mais est-ce que tu veux savoir, meuf, quel est le souci dans toute cette bouillabaisse? Oui, je veux savoir. Bouillabaisse. Bouillabaisse. 2020, bouillabaisse. Un plat typique du Sud. Yes. Alors, ce succès, il est souvent en conflit avec les goûts des consommateurs historiques. Tu vois, il y a une confrontation assez intéressante entre deux légitimités là, c'est-à-dire celle du monde en dehors et dans le monde du rap. T'as d'un côté les rappeurs, genre dits des cités, ayant la street cred avec des paroles crues
et un son résolument hip-hop, qui sont au passage pour la plupart non-arabes, qui n'ont pour beaucoup pas accès à cette plateforme grand public, considérée comme prestigieuse, alors qu'ils ont un succès commercial phénoménal et beaucoup d'influence sur le genre, tu vois. Et de l'autre côté, les rappeurs en dehors de ces codes établis du rap, qui ont accès à cette plateforme sans être forcément validés par les tenants du genre. Tu vois, la validation, comme le signale le titre de la série à succès validé, que Sarah a fortement apprécié. Ah, ça a sauvé mon confinement, ça. Oui, tout à fait, surtout pour son interprète principal, je tiens à le dire. Et pourtant... Attic, si tu écoutes. Quoi ça? Tu vois le rite de passage de la validation, c'est un passage primordial pour un rappeur. Tu vois ce que je te dis? Ouais. Et j'ai envie de prendre la date de 1999. Prends la date. On va prendre. On la prend, on la saisit. On prend la date 99. Et 99, c'est la date à laquelle la première cérémonie des victoires inclut la catégorie rap ou groove. Qui sont deux choses tout à fait différentes. Oui, mais pour eux, c'est la même. Ok. Les victoires. Shout out to them encore. Tu vois? Rap ou groove. Tu vois ce que je veux te dire? Et, meuf, est-ce que tu veux savoir qui a gagné pour cette première année? Non, aucune La idée. victoire de rap ou groove. Dans la vallée, oh, de... Mais je te jure, c'est vrai. Is that a joke? Ah, bitch. Non, du rap celtique. Du rap celtique. Sarah, je tiens juste à dire que cette même année... Meuf, je rigole pas du C'était tout. une blague. Non, je rigole pas du tout, meuf. Cette même année, il y avait MC Solar, qui était nommé. Il y avait NTM. Tu sais à quel point... Un petit groupe Un petit quelconque, groupe de province, des ouais, musiciens, ouais. donc voilà. Et Arsenic, d'accord? Qui sont des légendes, genre, littéralement, tu vois ce que je veux te dire. Mais bon, bref. Même moi, j'en ai entendu parler, donc comme Même toi. Sarah a entendu parler, tu vois. Donc bon. Où est le groupe Mano aujourd'hui, Sarah? Enterré quelque part. Sûrement, en terre celte. Je sais pas, enfin bon, bref. Quelle est son influence? Quelle était même son influence en 99 quand ils ont gagné cette victoire? On ne sait pas. Qui a validé le groupe Mano à part... Nobody, bitch. Nobody. Enfin bon, bref. Les victoires, ont décidé de les valider, d'accord? Parce que je pense que c'est une institution qui était à l'aise avec ce rap celtique, ok? Et c'est quand même hallucinant, meuf. Tu vois ce que c'est quand même hallucinant parce que selon les standards du rap, c'est pas le meilleur du rap, Mano, ok? Non, selon les standards Tout internationaux. court, standard tout court, meuf, standard tout court. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je pense que c'est un débat qui doit être maintenu et vraiment frontalement abordé en France parce que ça démontre que la légitimité d'une culture dépend de ce que la société et ses élites considèrent comme beau, comme bon, comme intéressant, comme riche, et sûrement pas les personnes qui sont systémiquement considérées comme illégitimes par leur présence même dans un pays, d'accord, par leur présence même dans une industrie, ou par leur production culturelle, alors qu'ils sont à la base même de cette culture, tu vois. Ouais, là, je m'énerve. Ouais. Là, je m'énerve. Ouais, là, je sais même plus quoi dire pour Je m'énerve. parce que je sais qu'il faut la laisser s'exprimer là. Je rappelle quand même quand tu vois dans la vallée Oh ou Joule. Attends, jusqu'au tout, pense à nos auditeurs là qui doivent baisser le son de leur Ah, écouteur. excusez-moi, pardon, je suis vénère là. C'est la tirade enflammée là, pardon. Mais voilà, dans la vallée haut ou Joule, qui gagne les victoires censées récompenser l'excellence académique d'un artiste ou d'un genre, ça prouve que cette académie ignore quels sont les standards de l'excellence dans l'hip-hop, le beat, le flow, les paroles ou les punchlines. Tout à fait. Tu vois? Donc le sentiment discriminatoire ressenti par certains rappeurs blancs, Miskin. oui, miskin, toujours, tu vois, mais ça fait pas le poids face au système. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils sont privilégiés dans leur accès aux médias, dans le traitement médiatique de leur œuvre, dans la reconnaissance critique de leur musique, couplé souvent en plus à un succès commercial. Donc, le problème, c'est qu'il y a un historique de la dépréciation des cultures portées par les minorités raciales en France, et le système les discrimine encore aujourd'hui selon ce qu'ils considèrent comme étant légitime. La musique, les textes, l'imagerie, la façon de parler. Tu vois, certains en sont conscients, comme Nekfeu, qui est... L'amour de ta life. Non, meuf, t'abuses, j'ai déjà dit que c'est... Non, on a déjà parlé de ce problème. Moi, j'ai essayé Damso, faut slider, faut envoyer un petit coup. Ouais, mais Damso, si t'es pas dispo, Nekfeu. Non, c'est même pas vrai. Bon, en tout cas, Nekfeu, shout out to him. Parce que Nekfeu qui est le chef officieux des rappeurs blancs, on est d'accord sur ça, meuf? On est d'accord. Ok, d'accord quand même. Et qui a le courage quand même de parler souvent de ce sujet-là, tu vois. Genre, dans un de ses sons, il a déjà dit moi, je suis blanc et donc bénéficiaire de leur système raciste. Dans un super feat avec Esprit Noir que je vous recommande. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, on adore parce que c'est quelqu'un de privilégié qui en est conscient et qui l'exprime. D'autres, Sarah, en sont un peu moins conscients. D'accord? Si. Non, Si. Là, je t'assure, Roméo Elvis, on sait que c'est dur en ce moment. Roméo Elvis, il y a beaucoup de choses qui lui tombent dessus. Ah, oui, non, on en ce rajoute. sont des temps difficiles pour lui, ouais. Très dur. Mais on en rajoute parce qu'on est comme ça, nous. on est Désolé. impitoyable. Roméo Elvis, qui n'a pas hésité il y a quelques années, a déclaré dans un site sur Skyrock. Le truc, c'est qu'on est trop stressé. C'est comme pour le truc avec Négro, alors que j'ai des amis Négro et PD. Ils aiment qu'on les appelle comme ça, parce qu'on s'en bat les couilles de ce genre de choses. Alors... on laissera... Flemme. Non mais flemme. Ouais. Grosse flemme, Bon, tu vous vois. avez compris, quoi. On est blasé. Blasé.
Blasé, meuf. Donc faire fi de ce privilège juste parce qu'on veut s'arroger le droit de dire ce qu'on veut, c'est dommage, tu vois. Et pour finir, sache que dans l'article, l'auteur affirmait, l'article de Combini, on avait oublié d'où ça partait cette histoire-là. L'auteur, il affirmait que ce débat n'existait pas aux États-Unis, ce qui est faux, faux, de chez archi faux. La question du privilège des artistes blancs dans des genres dépréciés quand ils sont portés par des minorités raciales existe depuis l'émergence du rock, de la country, et il est extrêmement vif aujourd'hui avec le rap. Tu vois, qui est le genre le plus populaire, le plus vendu en ce moment. Forcément, tu vois ce que je veux te dire. Le débat est là. Donc voilà, un débat sur l'expression rap de Yankee, c'est pas super intéressant, mais sur le fond, ça peut vachement l'être. Ouais. Est-ce que tu sais d'où vient juste le mot Yankee? Yankee, meuf. Par contre, non, je peux vous rediriger vers ce fameux article de Combini qui fait un historique pas mal sur Yankee, quand même. Yankee, c'est un terme de dans l'autre sens, veut dire client. Ouais, client, mais tu sais. rap de client, peut-être. Ouais, mais c'est ça, meuf. Ça vient de ça. Ça vient de c'est du Verlan, meuf. Ça vient totalement. Ça vient totalement de ça, mais c'est un rapport avec le fait d'aller prendre sa dose, quoi. Ouais, du coup, maintenant que j'ai compris le Verlan. Voilà, c'est une sorte de Verlan. Tout est limpide. Crystal clear. Donc voilà, c'était le rap de Yankee. C'était la revue sur le rap de Yankee. Eh ben, merci beaucoup pour cette tirade énervée, Kotou. Je vous ai fatigué aujourd'hui. J'espère que vos tympans se portent bien. Que vous culpabiliserez la prochaine fois que vous écouterez L'Homme Pâle. Tout à fait. Mais shout out to him quand même. Et donc voilà, donc on a terminé avec cette petite pastille. Et comme il nous a quittés récemment, on vous conseille le titre Tutti Frutti de Little Richard. Avec un super accent. Tutti Frutti. Non. Voilà, qui est un des standards du rock, donc qui a rien à voir avec le rap. Mais, non, mais ça fait toujours plaisir. C'est toujours plaisir, on est là. Bon, bah c'est pas tout, mais la famille, on arrive déjà à la fin de l'émission. Oh. J'espère que vous êtes toujours avec nous, parce qu'on arrive à l'apothéose, à la séquence traditionnelle de Preach, la communion. Alors, notre idée, c'est qu'on se lâche enfin et qu'on exprime à voix haute nos vœux les plus chers, les plus importants pour les jeter dans l'univers et les rendre possibles. Amen! Amen! C'est Preach Time! En fait, les gars, attendez. Lance-nous une vocalise, la Kotou. Mais là, normalement, au fond, il y aura la musique, non? C'est ça qu'on avait. Ouais, les gars, on est vraiment novices, hein. On est vraiment des escrocs. Total. Bon, moi, mon premier vœu, sachant que j'ai déjà fait mention de cet homme, ce grand homme, Sarah, qui a sorti un album. Elle a déjà fait mention de lui. Je sais que t'as écouté son album. On repeat, n'est-ce pas? J'ai écouté, ouais. Bien sûr. Que Damso n'hésite pas à slider dans mes DM parce qu'on se sait. Et moi, Kotou, oui. Tu sais toi-même, tu as déjà vu ma fenêtre? Oui. Donc mon vœu le plus cher au monde, c'est que ma proprio vienne après 2 ans enfin réparer ma fenêtre. Because it's freaking cold now, bitch! For real. On a vraiment l'abuse de ouf, mais l'abuse de fou, malade. En tout cas, moi je souhaite ne plus faire de rétention d'eau. C'est pas glamour, mais mes chevilles, c'est un vrai problème. With the Lord, the help of our Lord and Savior. Genre vraiment, j'en peux plus, là. Je souhaite pas. Et alors moi, pour finir, j'ai un dernier vœu. C'est que l'automne n'hésite pas à s'imposer face à l'hiver. Parce que là, c'est violent, c'est dur. Il a pas respecté. Les larmes sortent de mes yeux. So mais please, vraiment, Lord! C'est abusé. C'est vraiment, il n'y a pas eu de transition, quoi. C'est vraiment, mais même violent. Pas, j'ai même pas pu sortir mes vestes habituelles. Il n'y a même pas eu la veste. Il y a eu le manteau direct, en fait. La veste d'automne, qu'on allait chercher dans les fripes. Amen. Amen, Sarah. Et j'espère qu'on t'entend. Les ongles. Lord. Toujours. C'était un preach. Un preach time survolté. C'était le premier. C'était deep. So deep. Et on sait, so deep. Et on sait que ça va changer le monde. Voilà. Indeed. Bon. Et cette fois, on vous laisse vraiment tranquille. C'est la fin de notre premier podcast. On espère que ça vous a plu. On espère que vous nous rejoindrez à nouveau la prochaine fois. Et n'hésitez pas à prendre soin de vous, et des autres. Et bien sûr, donnez-nous. Tu vois, c'est ça le problème. C'est la fin. On veut. C'est notre slogan en plus, je l'ai flingué. Je l'ai grave flingué. Elle a flingué la fin. Je suis désolée les gars. Je voulais dire en gros, n'hésitez pas à donner votre avis même si personne ne vous l'a demandé. Merci, bisous. Ciao. Tchuss.